Il est 8h19. Bretagne 5, l'invité de la matinale. Et ce matin, dans la matinale, nous recevons Jonathan Chabert. Il est paysan, maraîcher, militant à la Confédération paysanne et il nous a rejoint après quelques pérégrinations routières. Merci infiniment d'être avec nous en direct ce matin. Merci beaucoup, merci. Bonjour à toutes et tous. Voilà, alors on va vous laisser tranquillement vous installer. On va parler... Vous aimez les croissants? Voilà, les croissants, très bonne idée. On va parler de politique et on va parler évidemment de la crise paysanne et de la crise des agriculteurs, crise agricole qui a vu les tracteurs la semaine dernière dans les rues et sur les routes françaises. Les tracteurs sont rentrés chez eux. Est-ce que les agriculteurs, les paysans ont finalement gagné la partie ? Je ne suis pas sûr du tout qu'ils aient gagné la partie, compte tenu qu'il n'y a eu aucune progression sur la défense du revenu paysan, que ce soit sur merci beaucoup, que ce soit sur les produits issus de l'importation ou sur les prix pratiqués par les grandes et moyennes surfaces sur le territoire national. Donc, in fine, pour ce qui est du revenu paysan, il n'y a aucune progression, et je dirais plutôt qu'il y a une régression sur un certain nombre de choses qui permettaient justement d'avoir une production qualitative. Alors on voit aujourd'hui dans nombre de pays européens, alors on sait que la contestation, la colère était partie d'Allemagne. Là aujourd'hui on voit le Portugal, l'Espagne qui était bloquée hier soir, Barcelone en particulier, par les tracteurs. Est-ce que les agriculteurs, les paysans ont baissé la garde trop vite finalement ? Pardon. Je crois que nous ne sommes qu'au début. Donc la garde est loin d'être baissée, même si d'apparence la lame semble plus basse, elle n'est absolument pas retombée, puisque certaines annonces ont peut-être permis de faire reculer certains desiderata, mais aucunement, je le dis tout de suite, aucunement il n'y a aucune progression. Vous l'avez très bien souligné, c'est une manifestation européenne. Il y a eu quand même pas loin de 1000-1500 tracteurs à Bruxelles. J'étais présent à cette occasion. C'est pas rien, ce qu'on est en train d'observer. Donc il y a un vrai questionnement vis-à-vis des règles du libre-échange intra-européennes et extra-européennes. Donc le problème, il est vraiment fondamentalement là. Donc tant qu'il n'aura pas été résolu, je crois que nous ne sommes qu'au début, en réalité, d'un mouvement de fond qui continuera dans les semaines et les mois à venir. Sous différentes formes peut-être, mais il va continuer, c'est évident. Alors, le président de la République a promis que les paysans, les agriculteurs, on allait s'occuper d'eux et qu'on n'allait peut-être pas finalement signer ces traités de libre-échange qui sont en négociation actuellement à Bruxelles. Est-ce que vous croyez ces promesses ou est-ce que vous vous dites une fois encore ? Écoutez, c'est comme la réclame publicitaire, j'attends d'ouvrir l'emballage pour voir ce qu'il y a dedans. Je me souviens très bien du discours de Rungis il y a 7 ans, à l'issue des états généraux de l'alimentation, qui ont donc accouché sur la loi Egalim, la loi Egalim 1, qui était tellement bonne qu'ils en ont fait une Egalim 2, bientôt on prépare Egalim 3, donc on est bientôt rendu à 7 ans après ce fameux discours, et les résultats ne sont pas là. On a perdu 100 000 paysans depuis 10 ans, donc 10 ans c'est quand même 7 ans de présidence Macron. Non, moi je suis pas satisfait du tout des annonces. Quand on nous dit que les négociations du Mercosur sont ralenties ou que la France s'y oppose, moi je veux bien, sauf que nos homologues d'autres pays européens ou outre-Atlantique nous disent le contraire. Non, elles continuent d'avancer. Je voudrais souligner que le traité de libre-échange avec le Canada n'a pas été ratifié, or il est mis en application. Donc non, pas satisfait du tout. Il y a une forme de mondialisation qui ouvre les portes aux différents produits qui arrivent de différents pays, des produits qui, évidemment, qualitativement, sont pas forcément les mêmes et qui, même au niveau de leur production, parfois font appel à des pesticides ou en tout cas des traitements que les Français, en tout cas les produits français n'ont pas, qui sont soumis à des normes très strictes et pourtant ces produits arrivent en France. Alors, il y a plusieurs choses. Les échanges internationaux ont toujours existé et aucunement la Confédération paysanne, nous nous opposons aux échanges internationaux. C'est pas du tout la question. La question, c'est de se dire comment on atteint la souveraineté alimentaire le plus localement possible dans chaque territoire, et là où il y a un déficit de production, ce qui peut parfaitement arriver, que le flux d'échange soit le plus juste et le plus équitable possible. Donc pour ce faire, il y a différents moyens, que ce soit les stocks nationaux, la Chine le fait très bien, l'Inde le fait très bien, les restrictions d'importation ou d'exportation
si je dis pas de bêtises, l'Algérie et le Burkina Faso le font très bien, donc des mesures protectionnistes peuvent être efficaces sans interdire les importations. Donc on peut avoir des taxes douanières, on peut avoir des prix minimum d'entrée, on peut avoir des quotas. Bref, il y a différentes mesures, j'en ai cité presque 5, pour permettre à ce que ces échanges soient plus justes. Vous évoquez l'usage des phytosanitaires. Ceux-ci sont un outil de lutte économique dans un marché mondialisé. Donc en régulant le marché, on peut être en capacité de réguler également les usages de ces phytosanitaires. Beaucoup de noms sont réapparus, comme les néonicotinoïdes, comme le diméthoate, comme d'autres pesticides. Peut-être qu'on y reviendra, mais je voudrais bien souligner que les néonicotinoïdes, en l'occurrence pour la production betteravière, puisque c'est un peu si je puis dire, la tête de gondole, ne sont nécessaires, entre guillemets, que sur une dizaine de pourcents de la surface emblavée, 15% peut-être. Donc c'est pas grand-chose, in fine. Dès que les quotas sur la production betteravière ont été supprimés, les cours se sont envolés, c'est-à-dire que les prix sont devenus moins rémunérateurs pour la production de betteraves. Les raffineries ont fermé, on a perdu des emplois. Donc est-ce que les quotas étaient si mauvais que ça ? Je ne crois pas. Et on pouvait réguler les néonicotinoïdes par des mesures protectionnistes plus efficaces, par des aides beaucoup plus fortes à la filière. Voilà comment on sort des pesticides. Alors on a aussi des apiculteurs qui ont manifesté à Lyon. Ils sont en colère justement parce que les promesses du gouvernement, eh bien c'est aussi le retour de ces produits qui tuent les abeilles. Est-ce que là il y a une difficulté pour équilibrer justement le fait de pouvoir continuer à utiliser des produits pour pouvoir justement produire, hein, on parlait des betteraves à l'instant, vous parlez des betteraves, mais à la fois protéger la biodiversité. J'ai pas bien compris c'est-à-dire, est-ce que voilà, alors les apiculteurs ont manifesté à Lyon, les apiculteurs qui dénoncent justement le fait que le gouvernement met en pause tout ce qui est oui. voilà, biodiversité, on pourrait dire comme ça, en tout cas protection de la biodiversité. Alors il y a deux choses. Les apiculteurs protestent contre plusieurs éléments. Le premier, c'est la distorsion de concurrence liée au miel issu d'importation. Et en l'occurrence, le miel ukrainien qui arrive sur le territoire national à 1 euro, je l'ai vu, 1,80 € le kilo, quand le prix du kilo du miel français est à peu près à 4 €, 4,05 €. Donc vous voyez la différence. Je ne vous parle même pas du prix en rayon. Donc il y a une vraie distorsion de concurrence liée au miel issu d'importation. Et en effet, comme vous le soulignez, la production de miel national était déjà victime, outre le varroa et d'autres choses comme ça, des pesticides de synthèse qui impactaient cette production de façon très sensible et très brutale. Je l'ai dit tout de suite, avec des mesures protectionnistes, on peut réussir à limiter, réduire, voire annihiler l'usage des pesticides de synthèse, tout en permettant une production qualitative, que ce soit pour la production fruitière, la production betteravière, la production légumière, et donc in fine la production apicole, en un seul mot. Donc on peut réussir à se passer de ces phytosanitaires de synthèse. On pourrait parler également de la politique agricole commune, comme on a déjà parlé ici, je crois, qui est très mal régulée, très mal distribuée, pour permettre justement à ce que cette répartition induise une qualité de l'eau potable, si je puis dire, une potabilité sans avoir besoin de retraitement, une qualité de l'air, et également une capacité de pouvoir aller vers la transition agroécologique de façon plus efficace. Alors, on revient, vous parliez de la PAC, la fameuse politique agricole commune, on parle d'une renégociation, d'une réécriture peut-être de la PAC, voilà, il y a des pistes qui sont envisagées, et on revient à la rémunération des paysans, des agriculteurs. Aujourd'hui, certains l'ont dit sur les chaînes de télévision, à la radio, une fois qu'on a tout payé, on n'a plus que 300 €, voire moins, pour pouvoir vivre, ce qui est tout à fait indécent, et on voit évidemment l'effet de l'inflation, les gens qui achètent des produits moins chers, et donc la grande distribution qui est pointée du doigt. Est-ce que là aussi il y a tout un travail à refaire vis-à-vis de la grande distribution? On revient à cette fameuse loi Egalim. Est-ce qu'il faut être plus ferme? L'actualité ne vous a pas échappé, où vraisemblablement il y aurait des perquisitions auprès du siège de Lactalis. Je voudrais vous rappeler qu'il y a environ 7 ans, la Confédération paysanne a déposé plainte pour le vol du revenu paysan, principalement lié aux coopératives laitières. Et à l'époque, les plaintes avaient été classées sans suite. Donc la Confédération était précurseur dans la défense du revenu paysan et la redescente de la valeur comparée à la capitalisation et à l'exil fiscal de certains flux financiers
donc les paysans ont été volés par ces grandes firmes qui, in fine, ont contribué à la misère des paysannes et des paysans. Donc j'espère qu'il y aura rétroactivité ou rétroaction, je ne sais pas comment il faut dire, de ce vol du revenu destiné aux paysannes et aux paysans. Donc d'une part, la répartition de la valeur des coopératives laitières en elles-mêmes ou d'autres coopératives agricoles et des grandes et moyennes surfaces, oui, ça fera une redescente de valeur qui est très importante. Mais je voudrais souligner quelque chose, c'est qu'il sera indispensable que les citoyennes et les citoyens, consommateurs que nous sommes, aient les capacités de pouvoir choisir une alimentation de qualité, et c'est très important. Il y a eu des propositions aussi diverses que variées d'indexation des salaires sur l'inflation, et le premier c'était Jacques Chaban-Delmas, qui n'était pas si idiot que ça. Donc ce serait une des mesures possibles pour permettre à ce que chacun et chacune puissions choisir notre alimentation et vivre de notre travail. Il y a la proposition que porte la Confédération paysanne, qui est une sécurité sociale de l'alimentation qui permettrait de relier le monde rural et le monde, j'ai envie de dire urbain au sens large du terme, pour que l'alimentation ne soit pas subie mais qu'elle soit choisie et qu'on puisse avoir une société plus heureuse en fait. Alors, il y a le bio. On a beaucoup parlé du bio aussi, de la filière bio qui connaît de graves difficultés aujourd'hui. Le Covid est passé par là, l'après-Covid, l'inflation. Et pourtant, les gens veulent mieux se nourrir. Qu'est-ce qui ne va pas avec la filière bio aujourd'hui ? Je mets toujours cela en parallèle avec les filières conventionnelles qui ont traversé un certain nombre de crises structurelles et non moins conjoncturelles comme on pourrait le faire croire. En ce qui concerne l'agriculture biologique, il y a eu effectivement un décrochage de la consommation compte tenu que ces produits sont censés refléter le coût du travail, donc sont un peu plus chers. Effectivement, mais ce sont des produits qualitatifs qui ont été malheureusement arbitrés par une population de plus en plus précarisée, je vais le parler tout de suite. On est à un peu plus de 10 millions de personnes aujourd'hui qui ont besoin de l'aide alimentaire quotidiennement en France, quotidiennement. À Saint-Brieuc, donc pas très loin d'ici, tous les circuits d'aide alimentaire ont été multipliés par 2 sur 2022-2023, par 2. Donc il y a quelque chose de très brutal dans la situation qui malheureusement fait que les gens, malgré qu'ils aient un désir profond de s'alimenter en agriculture biologique avec des produits de l'agriculture biologique, ne peuvent tout simplement pas le faire. Les dernières études de consommation, et je sais que je ne suis pas à jour, montraient que les seules catégories sociales qui continuent de s'alimenter en bio et qui ont augmenté sa consommation, ce sont les jeunes parents avec un enfant. Toutes les autres catégories sociales, des retraités en passant par les fonctionnaires, les couples sans enfants, ou les personnes célibataires ou les étudiants, ont diminué de façon très violente leur part dédiée à l'alimentation biologique. Donc il y a vraiment un problème profond social et sociétal qui malheureusement pèse sur cette production plébiscitée par les consommateurs. Là aussi, il faudrait inciter, il faudrait des aides gouvernementales européennes peut-être. Alors l'incitation, il y a eu des efforts faits sur la communication, ça on peut le constater. On a parlé d'Egalim tout à l'heure, 7 ans pour arriver à 20% de bio dans les cantines, c'est quand même un peu long. Comparativement à l'Espagne qui a mis, je caricature parce que c'est pas le même terme, mais on va dire un Egalim espagnol qui en 2 ans atteint ses objectifs sur l'indexation des coûts de production, des prix sur les coûts de production et donc du respect de la rémunération. Que 2 ans en Espagne, 7 ans en France. Donc si Egalim avait été mis en place 2 ans après, 3 ans après, on ne serait pas là du tout. Pour ce qui est des produits avicoles, pour ce qui est des produits issus de la viande porcine, pour ce qui est des fruits et légumes, on n'y est pas. Donc il y a des cantines qui ont réellement fait des efforts rapidement. Saint-Brieuc a l'intention d'aller à 100% d'ici... on est en 2024, donc d'ici 3 ou 4 ans, si je ne m'abuse. 2027, je crois. 2027, donc c'est demain. Donc il y a vraiment des communes et des communautés de communes qui font des efforts et qui accélèrent. Bravo à elles. Mais dans la majorité des cas, les communes maintenant ont dû arbitrer entre chauffer les écoles pour que les gamins n'aient pas froid et mettre du bio dans les cantines. Donc voilà, où sont les objectifs concrets ? Et pour ce qui est de la consommation en direct, effectivement, la répartition de la valeur n'est pas du tout la même. Nous avons constaté en 2022 une courgette qui était payée 80 centimes au producteur qui arrivait à 3,80 € dans un supermarché à Amiens. Voilà, je peux continuer des exemples comme ça. J'ai trouvé une pomme de terre payée 5 centimes le kilo au producteur en Côte d'Armor. Elle est arrivée en rayon à 90 centimes à Intermarché, ici dans les Côtes d'Armor. Voilà quelques exemples de mauvaise répartition de la valeur qui induisent que les producteurs ne sont pas payés à leur juste valeur et que le consommateur a du mal à acheter ces produits.
Alors, cette colère qui est toujours là, hein, vous le soulignez à l'instant, Jonathan Chabert, cette colère des agriculteurs, des paysans, c'est aussi une colère d'un monde qui change, qui bouge, un nouveau modèle. Si demain il n'y a plus d'agriculteurs, on l'a vu sur les tracteurs, si demain on disparaît, vous aurez faim. Est-ce qu'il y a une inquiétude de la disparition, ou en tout cas d'une forte mutation du monde agricole aujourd'hui, du monde paysan? La mutation, elle a commencé post-Seconde Guerre mondiale, progressivement mais sûrement, si je puis dire. Donc nous en arrivons à un point d'érodage déterminant. Vous connaissez le chiffre que d'ici 10 ans, statistiquement, il n'y aurait plus que la moitié des agriculteurs en France par rapport à ce qu'on a aujourd'hui. Donc oui, il y a un sursaut. Un sursaut comme un cri de détresse monumental. Et cette colère, je l'ai bien comprise et elle a bien été entendue. C'est un cri d'alerte, si je puis dire. Donc si les réponses ne sont pas bonnes, on pourra arriver effectivement à cette situation critique où les robots remplaceront les hommes, et c'est certainement pas ce que nous souhaitons. La technologie peut aider néanmoins, ou c'est vraiment quelque chose que vous refusez? Alors j'ai entendu les comparaisons avec le néolithique. Passons la blague 5 minutes et voyons la capacité des paysannes et des paysans à s'adapter à leur environnement, à s'adapter à leurs contraintes. Depuis 10 000 ans, on a quand même fait du progrès, particulièrement en France, et je ne trouverai aucun agriculteur qui aura du plaisir à revenir à l'arrière ou un espèce de silex taillé. Soyons sérieux. La technologie peut nous aider, la technologie nous aide dès lors qu'elle est au service de l'homme et que l'homme a cette capacité d'être autonome sur elle. Donc par des outils que l'homme sait gérer, que sait conduire, sait contrôler, il n'y a pas de souci si vous voulez. Mais dès lors que les machines remplacent les hommes, pleinement et entièrement, là on met un veto quand même. On met un veto. Voilà ce que je peux dire. D'un point de vue humain, on voit les Français aiment les paysans, les agriculteurs, le monde rural, et pourtant on a l'impression de deux mondes qui vivent côte à côte sans se connaître. Là, faut regarder l'histoire, encore une fois. Je dirais qu'en 1950, c'était peut-être le père ou le frère qui était agriculteur, parce qu'il y avait une très grande proximité d'un point de vue démographique. Puis l'exode rural s'est poursuivi, il y a eu un petit peu de retour à la campagne à la poste des années 68-70, et ce sont cette génération-là qui est en train de partir en retraite, ou directement en retraite, et le décrochage est très important. Aujourd'hui, la distance entre un membre agriculteur et on va dire quelqu'un qui habite en ville, ça peut être la 2e, 3e génération, donc il y a une très grande distance, une déconnexion, d'où l'importance absolue de reconnecter ces mondes-là, et les expériences de la Confédération paysanne au travers du salon à la ferme le montre bien. On a une capacité de montrer ce qu'on fait de façon ouverte et de façon pédagogique, et je crois savoir que mes collègues des autres syndicats tentent ces efforts aussi de reconnexion. Donc plus il y aura ces efforts de discussion, de dialogue, mieux on arrivera à se comprendre, et c'est vraiment une importance très grande d'arriver à se comprendre et à se connaître. Alors on a vu plusieurs vues justement par rapport aux différents syndicats, que ce soit la Confédération paysanne ou la FNSEA. Est-ce que vous arrivez quand même à vous retrouver sur des points essentiels et importants? Bien sûr. Pardon. Que ce soit la simplification administrative, ça on se rejoint totalement. C'est très compliqué aujourd'hui de faire certaines déclarations, sa déclaration PAC, certaines choses nécessitent presque des expertises extérieures qui coûtent extrêmement cher. Donc si les démarches étaient simplifiées, on gagnerait du temps et on gagnerait de l'argent, pour faire simple. Je ne vais pas vous faire la liste, mais il y a quand même des choses très tirées par les cheveux qu'on a besoin de simplifier là-dessus. Nous pouvons nous rejoindre. On a parlé beaucoup des haies lorsqu'on plante une haie ou qu'on change une haie. On a dit qu'il faut plein de déclarations. Non, ça c'est pas les haies, c'est pas le problème. C'est vraiment pas le problème. Une déclaration PAC, ça devient beaucoup plus compliqué. Je vous passe toutes les cases, mais ça peut prendre 2-3 heures, une demi-journée pour certaines déclarations, ça peut être très long. Et pendant ce temps-là, évidemment, vous ne faites pas votre métier. Pendant ce temps-là, on n'est pas au champ, évidemment. Ce n'est qu'un exemple. Mais il peut y avoir également la nécessité d'une certaine harmonie d'organisation ou des choses comme ça. Ça, là-dessus, on peut se rejoindre. Ou sur le fait que le libre-échange nous abat. Ça, on peut se rejoindre sur le constat. Maintenant, sur les solutions, forcément, nous divergeons. Je sais que dans les Côtes d'Armor, mes collègues, puisque j'ai discuté avec eux,
n'avait absolument pas demandé l'abandon de certaines normes environnementales. L'abandon des COFITO, c'était pas une demande costarmoricaine, ni de la Confédération paysanne, et surtout pas de la FDSEA. Donc on peut se rejoindre là-dessus. Par contre, l'abandon des normes, je dirais, par la FNSEA environnementale, ça nous y opposons catégoriquement. Et là, on peut avoir d'autres dissensus. L'arrivée, la reconnaissance des nouveaux OGM, ça nous y opposons catégoriquement. Le retour du diméthoate, nous y opposons également, mais parce qu'on propose d'autres solutions, évidemment. Vous arrivez à discuter sur les autres solutions, justement? Bien sûr. Ah, complètement. J'étais encore avec mes collègues de la FDSEA mardi. Discussions sont calmes et posées, il n'y a pas de souci. À l'échelle nationale, peut-être qu'on pourrait, en apparence, être un peu plus à couteau tiré, peut-être. Mais non, nous discutons ensemble. Donc, il y a un grand point de divergence, c'est la répartition des sièges à la Chambre d'agriculture. On a besoin d'une autre répartition pour que les choses soient plus équitables, pour favoriser la diversité syndicale et donc la répartition des sièges. Alors, on a vu aussi, d'un point de vue politique, au départ, un grand consensus autour des paysans qui souffraient, qui manifestaient pour leur vie, finalement. Et puis après, la politique a repris un peu son côté, j'allais presque dire mesquin. On a dit oui, mais alors les paysans, c'est le monde rural, c'est le Rassemblement national. Est-ce que ça a été quelque chose que vous avez entendu et est-ce que ça vous a interrogé? La récupération politique ? Vous savez, à tout mouvement social, il y a des tentatives de récupération. Si je puis dire, ce qui me dérange, c'est la récupération, effectivement, par le Rassemblement national présentement. Mais ce qui est important, c'est que la colère paysanne soit entendue et soit bien représentée et de façon concrète. Les récupérations du Rassemblement national sont nulles et non avenues. Ils connaissent rien à l'agriculture. Il faut être sérieux. Ils ne proposent rien non plus. Donc soyons sérieux. On voit quand même que lorsqu'il y a eu les manifestations, monsieur, madame, tout le monde qui croisait les tracteurs sur les routes avait quand même plutôt tendance à envoyer un petit coup de klaxon et à encourager les paysans, les agriculteurs. Est-ce que pour vous c'est important ces encouragements, bien évidemment, et je tiens à rappeler que la Confédération paysanne, c'est le seul syndicat agricole qui quotidiennement se rallie à la société civile, discute avec elle et lui propose des choses et tente d'expliquer ce que nous vivons en même temps que nous tentons de nous relier à elle. Je parlais tout à l'heure de la sécurité sociale, de l'alimentation. C'est une proposition concrète pour relier les deux mondes en fait. Différentes structures de la société civile travaillent avec nous, je ne vais pas dire quotidiennement mais pas loin, pour construire ces mondes-là. Je ne vais pas parler pour eux, mais peut-être que mes collègues de la FDSEA ont d'autres approches. Peut-être qu'ils ont quelque chose d'autre à trouver pour être en lien avec eux, mais nous sommes quotidiennement avec la société civile. Donc oui, un petit coup de klaxon, comme vous dites, une baguette de pain ou d'autres choses. On a vu sur certains barrages des collègues de la CGT ou de Force ouvrière nous amener du ravitaillement, donc ça fait chaud au cœur. Ou des gens qui nous amènent de la soupe. Enfin, on a vraiment eu des gestes vraiment de soutien très forts. Donc ça fait chaud au cœur, effectivement, de se sentir soutenu. Et quand on est soutenu avec cette force-là, on est capable d'aller avec encore plus de force et de détermination, d'amener nos revendications et de les obtenir. Et c'est l'espoir que je voudrais avoir, c'est que beaucoup de collègues m'ont demandé « mais ça sert à quoi? Est-ce qu'on a obtenu quelque chose ?» On n'obtient rien en claquant des doigts. Donc ça prend du temps. Mais là, le coup de klaxon, si je puis dire, ou le coup de poing sur la table donné, c'est déterminant, c'est maintenant qu'on doit, et je vais peut-être, s'il appréciera, reprendre ses propos, et Éric Bothorel l'a dit sur les, député Éric Bothorel l'a dit sur les barrages, tout ce qui a été fait avant, ça compte pas pour rien, mais maintenant, ce qui est déterminant, c'est ce qu'on va faire, c'est ce que les députés vont faire maintenant. Et c'est tout à fait vrai, ce qui va être fait maintenant va être déterminant. Si les réponses sont mauvaises, il y aura de nouveau des tracteurs. Si les réponses sont mauvaises, il y aura de nouveau des barrages, et il y aura peut-être un vote sanction aux élections européennes d'ici 6 mois, et d'autres élections, d'autres échéances qui vont se présenter, le vote sanction, il va faire très mal. Et c'est cette douleur-là qu'on préfère éviter quand on voit la montée de certains nationalismes. Alors, des actions prévues. On a vu que la Confédération paysanne, vous le disiez à l'instant, Jonathan Chabert n'a pas lâché le morceau, si vous me permettez le terme. Ça peut se concrétiser comment demain? On peut revoir les barrages, revenir s'il y a une grande colère qui revient? Vous savez, l'imagination est débordante. Donc on trouvera plein de formes aussi diverses que variées, que ce soit des blocages de routes, des actions démonstratives en GMS, des grèves de la faim, de l'occupation de locaux pacifiquement, je tiens à le rappeler.
on trouvera des différentes formes pour réussir à s'exprimer et obtenir gain de cause. Il y a plusieurs rendez-vous déjà qui sont actés. J'ai plus mon agenda en tête, mais nous avons obtenu un rendez-vous avec Charles Michel, je crois le président du Conseil de l'Europe. J'ai plus la date, mais c'est dans les 8 jours qui viennent. C'est en train d'être validé avec la présidente de la Commission européenne, Madame von der Leyen. À l'échelle nationale, il y a un certain nombre de rendez-vous qui se posent. Je crois qu'hier, nos collègues de la FNAB ont rencontré le ministre Fesneau. Donc il y a un certain nombre d'échéances déjà qui avancent, qui donc font qu'on laisse dans la poche l'option blocage et l'option manifestation, mais elle sera pas loin à déclencher s'il le faut. Je tiens à le dire que la Confédération paysanne a été extrêmement présente durant l'année 2023, que ce soit pour l'agriculture biologique, que ce soit pour les MAE, que ce soit pour les retraites, que ce soit pour la tempête. Et à chaque fois, on a presque obtenu gain de cause. Un dernier mot justement, il nous reste une petite minute, sur la tempête, Kiaran, qui a mis dans la gêne, qui a cassé des exploitations, qui a arrêté des exploitations. Les indemnisations arrivent, vous avez obtenu gain de cause ? Ah oui. L'ouverture des guichets pour l'aide à l'investissement est ouverte. Donc la vérité sortira du puits, si je puis dire, donc à la fin du timing des guichets, pour savoir si le montant était juste. L'ouverture d'aide à la trésorerie pour les situations les plus en difficulté a été ouverte dans les Côtes-d'Armor hier. Pareillement, donc la fermeture du guichet, c'est dans 15 jours. On verra tout de suite si le budget est consommé. Et je pense qu'on va le voir très 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 vite. Donc de là, la conclusion qui s'emportera et l'enseignement de cette nouvelle tempête, c'est est-ce que les solutions sont bien cohérentes et bien concrètes ? Je tiens à rappeler l'excellence et l'extrême réactivité de Monsieur le Préfet des Côtes-d'Armor, des services de la DDTM vis-à-vis de cette crise, qui ont permis d'accélérer le déploiement de tous ces systèmes, que ce soit le recensement et la Chambre d'agriculture aussi. Donc l'aide au recensement, l'aide au déblaiement, la capacité d'estimer les pertes, l'estimation des aides, etc. Peut-être qu'elles ne sont pas adaptées, on va le voir très très vite, mais on a vraiment progressé, mais il nous reste encore énormément de travail. Et je voudrais avoir un mot positif, si je puis dire. Encore une fois, c'est l'entraide, c'est la solidarité la solidarité départementale, interdépartementale, qui ont permis de sortir le maximum d'exploitation de la difficulté et de permettre qu'elles soient encore là demain. On fera un vrai bilan, si je puis dire, en novembre. On verra un an après Kiaran, on verra comment ça se passé. Mais ce que je crains, c'est qu'on ait une tempête bientôt. Dans un mois, dans un an, plus tard possible, de préférence, mais on en aura une nouvelle. Et on verra si cette fois-ci, on aura retenu les leçons. J'ai vraiment l'impression que suite à Eunice et Franklin, le gouvernement n'a absolument tiré aucune conclusion, ce qui est plutôt grave. Donc tirons les bonnes conclusions. À la Confédération paysanne, on sera toujours moteur de propositions et de solutions constructives pour les paysannes et les paysans et la société tout entière. Jonathan Chabert, paysan, maraîcher, militant à la Confédération paysanne, était avec nous ce matin, malgré des vicissitudes routières. Merci infiniment d'avoir été avec nous pour évoquer cette crise paysanne, et évidemment on en reparlera sur l'antenne de Bretagne 5. On suit le dossier avec grande attention. Merci infiniment. Merci et très belle beaucoup, journée. Merci à vous. Bretagne 5 matin, Stéphane Hamon.